Il est midi, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal régional. Tout de suite, les titres. Une journée sans PV, le syndicat de police Alliance organise une journée d'action pour protester contre la réforme pénale. Reportage à Dijon dans un instant. Un jardin qui change la vie d'un immeuble dans le quartier des Grésilles à Dijon. Nous irons voir comment quelques bacs à légumes ont transformé un lieu de passage en un lieu de vie. Et puis tout, vous saurez tout sur les fameuses tuiles plates de Bourgogne. Dans 10 minutes, nous retrouverons François-Marie Lapchine en direct de la dernière entreprise artisanale de la région à Nant-sur-Tille. Mais avant, on commence avec ce fait divers qui fait réagir la classe politique. Une banderole menaçant de pendaison à Christiane Taubira, ministre de la Justice, a été découverte hier, accrochée sur un pont près d'Autun. Aucune revendication n'était affichée, mais le maire de la ville souhaite porter plainte pour affichage illicite et incitation à la haine. On retrouve tout de suite Lise Rigier devant la gendarmerie d'Autun. Hollande, démission, Taubira, pendaison, c'est ce qu'on pouvait lire sur cette banderole qui était écrite à la peinture blanche sur fond sombre d'environ 5 mètres de large. Elle était accrochée sur le pont de chemin de fer de Saint-Andoche sur la route de Nevers et ce sont les gendarmes d'Autun qui l'ont retirée hier matin. Ils ont d'ailleurs ouvert une enquête mais pour l'instant aucune piste, pas de revendication sur cette banderole. Il pourrait s'agir aussi bien de membres d'un mouvement de protestation quelconque que d'un déséquilibré. En tout cas, c'est une attaque claire et délibérée contre le chef de l'État et la garde des Sceaux, alors que nous sommes en plein débat sur le projet de réforme de la loi pénale. Toujours est-il que côté politique, les condamnations sont fermes et unanimes. Le Modem 71, par exemple, dénonce, je cite avec force, ces méthodes haineuses et ces menaces anonymes digne du Ku Klux Klan. Pour le conseil régional, par la voix de Safia Autokoré, elle déclare, elle, qu'elle apporte son plein soutien au maire d'Autun. Le maire d'Autun, justement, Rémi Reberotte, qui doit porter plainte aujourd'hui pour affichage illicite et incitation à la haine. Voilà, évidemment, nous reviendrons sur cette affaire ce soir. La série noire se poursuit pour la SNCF. Un nouvel incident s'est produit ce matin en gare de Mâcon. Le TGV Lyon-Paris est resté bloqué pendant 3 heures. Le train a percuté un individu qui s'est jeté sur les voies. La police souhaite se faire entendre. Le syndicat Alliance appelle à une journée sans PV. Les gardiens de la paix ne délivreront aucune contravention pour les infractions légères. Comprenez les infractions à la circulation et au stationnement. Objectif, protester contre la réforme des retraites et surtout contre le projet de réforme pénale. Éric Sicot, Isabelle Rivière. Ce matin, en gare de Dijon, les policiers du syndicat Alliance procédaient à des interpellations. Mais pas de sifflet ni de menottes, ces fonctionnaires interpellaient le public sur leurs préoccupations. Ils refusent de partir en retraite plus tardivement en raison de la pénibilité de leur métier et ils rejettent le projet de loi de Christiane Taubira, dangereux selon eux pour la sécurité des Français. Sur cette loi, on a le sentiment que la disparition des peines planchées, certains artifices, notamment l'approbation, risquent de poser quelques soucis puisqu'il va falloir des gens pour suivre ça. Donc quels moyens vont être donnés pour ça? Et on pense qu'on a bon nombre de petits délits et de bon nombre de délits qui ne seront plus condamnés. Les policiers d'Alliance reconnaissent toutefois que des créations de postes sont programmées, mais encore insuffisamment selon eux. À l'aide de fausses contraventions, ils proposent aux citoyens de les soutenir dans leur action via une pétition. Un soutien que n'ont pas apporté les autres syndicats de la police nationale. Ils n'ont pas souhaité s'associer à cette journée sans PV. Cette belle histoire à présent dans le quartier des Grésilles à Dijon. Un jardin a redonné vie à un immeuble. Une trentaine de bacs à légumes ont été installés il y a un an devant l'immeuble Boutaric. Le lieu de passage est devenu un lieu de partage. Christophe Taris et Jean-François Guillemard. Ils ont poussé au pied de l'immeuble, là où le béton était pourtant roi. 30 petits bacs à légumes avec ses tomates, courgettes et autres herbes. Un potager au cœur de la cité. Ce qui était un lieu de passage est devenu un lieu de vie et de partage. L'idée des habitants a mis plusieurs mois à germer. Tous se sont investis pour construire les bacs, le récupérateur d'eau mais aussi les tables pour pouvoir se retrouver. On a mis un petit peu de vie parce que c'était mort, c'était gris, il y avait rien. Pour moi, je le sentais comme ici, Boutaric, abandonné. Et puis avec tout ça, ça a mis un petit peu de couleur déjà, de la couleur, de la vie. Pour tous les gens qui ont bien voulu nous donner un coup de main. Un an après la construction des premiers bacs, le travail porte déjà ses fruits. Les voisins sont certes devenus des jardiniers en herbe, mais surtout des amis. Les soirs, ils sont nombreux à se retrouver pour jardiner.
ensemble. Il y a pas mal de monde qui passe et qui s'arrête et qui nous demande qu'est-ce que vous faites, c'est quoi, est-ce que c'est gratuit ou payant. Donc on leur explique en fait le projet qu'on a monté, que c'est vraiment un moment où on se retrouve tous ensemble, toutes les cultures, on est tous ensemble réunis lors des repas et ça nous permet d'échanger sur des petites recettes, donc c'est que du positif. Je crois que c'est plus le plaisir de faire des petites choses comme ça ensemble, de partager, de s'amuser un petit peu à jardiner plus que être vraiment jardinière, quoi. Et la liste d'attente n'en finit pas de grandir, ils sont plus d'une dizaine à postuler. Même les immeubles voisins regardent avec gourmandise cette belle initiative pour la semer à leur tour au pied de chez eux. Ils viennent des 4 coins du monde pour étudier en Bourgogne. Une douzaine de lycéens sont arrivés hier en gare de Dijon où ils ont retrouvé leur famille d'accueil. Pendant plusieurs mois, ils vont vivre une aventure exceptionnelle, découvrir la France, un pays très lointain pour certains d'entre eux. Sylvain Bouillot, Jean-François Guillemard. Vous avez fait un bon voyage ? Moi, je suis contente de vous récupérer. J'espère qu'on va passer une très excellente année. Première rencontre et déjà les premiers éclats de rire. Les familles découvrent leurs jeunes hôtes. Une douzaine de lycéens venus des 4 coins de la planète, États-Unis, Honduras ou encore Japon. Ils vont pour certains rester toute l'année scolaire en France. Une vraie aventure à la fois pour ces adolescents, mais aussi pour les familles d'accueil bénévoles. C'est vraiment des grands moments de bonheur, d'émotion, de partage, d'incertitude, une véritable aventure, ça sans aucun doute. Aestato a 16 ans, elle vient de Nogaya au Japon. Et pour elle, l'aventure va durer 10 mois dans un village à côté d'Auxerre. 10 mois d'immersion dans ce pays qui, il y a encore quelques jours, lui paraissait si lointain. Pour la plupart des Japonais, la France est vraiment un pays incroyable. Et moi, je veux découvrir ce pays par moi-même, voir quelles sont les différences avec le Japon. Ces jeunes sont inscrits dans un lycée près du domicile de leur famille d'accueil. Certains passeront même le bac. Ils vont donc suivre tous les cours en français. Les premières semaines risquent d'être difficiles. Ils vont apprendre et petit à petit apprendre à se débrouiller, comprendre. Ce qu'il faut beaucoup, c'est observer pour que la barrière de la langue soit moins présente. Apprendre le français n'est pas l'unique but de ces séjours. C'est surtout pour ces jeunes et les familles d'accueil des moments d'échange et de partage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Allez, on ouvre notre revue de presse avec un procès qui va intéresser de près le monde viticole bourguignon. Et c'est à la une du Bien Public. Lodoïs, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Il s'agit du procès de Mister Conti, cet homme de 37 ans soupçonné d'avoir falsifié des vins bourguignons et d'avoir vendu ses contrefaçons aux États-Unis. Son procès devait s'ouvrir aujourd'hui, et je dis bien devait, car l'audience a été reportée au 9 décembre. C'est ce que nous avons appris ce matin de Laurent Ponceau, le propriétaire du domaine Ponceau de Moret-Saint-Denis. C'est lui qui a averti la justice de cette affaire de contrefaçon et il a travaillé pendant 4 ans sur ce dossier. Et allez, on poursuit dans le vin, on poursuit avec le Bien Public, mais il n'est pas question cette fois-ci de contrefaçon. Non, des vrais vins à des prix abordables. C'est ce que proposent les foires aux vins de la grande distribution ce mois de septembre. Le BP est allé dans les coulisses de cet événement avec une sélection minutieuse de 5000 vins proposés. Par exemple, une enseigne doit n'en retenir qu'un peu moins de 700. Un travail de près de 9 mois pour sélectionner les crus et millésimes qui seront vendus. Dans notre région, le Bourgogne tient évidemment une place de choix, mais le Bordeaux reste toujours le plus représenté lors de ces foires. Voilà, alors vous avez continué avec Lyon Républicaine cette fois-ci, avec les garagistes indépendants qui parlent de leur métier. Et oui, un métier de plus en plus technologique, vous le savez, le garagiste est aujourd'hui mécanicien, électronicien, informaticien. Un témoignage à lire dans cet article d'un professionnel qui ne répare que quand c'est nécessaire, avec un prix attractif, à comparer évidemment avec les tarifs des concessionnaires ou des grandes enseignes qui tentent eux aussi de resserrer un peu leur prix. Et on termine avec cette mobilisation à venir des artisans du bâtiment. Ils seront dans la rue ce vendredi partout en Saône-et-Loire, nous annonce le JSL. Il faut un vrai plan de relance pour le bâtiment, martèle le président de la CAPEB. Les artisans réclament le maintien de la TVA à taux réduit, la lutte contre les entreprises low cost et une réforme du statut d'auto-entrepreneur. Merci Lodoïs. C'est l'heure tout de suite de notre grand direct du midi. On retrouve François-Marie Lavchine et ses invités pour parler de la fabrication des tuiles de Bourgogne. C'est à vous François-Marie. Oui, bonjour à tous. En effet, Nans-Soutil, un petit village comme ça, dans l'Aussois, entre Auxerre et Dijon.
donc en Côte d'Or, en Bourgogne, pour parler des journées, un peu un prélude aux journées du patrimoine européen qui vont avoir lieu ce week-end. On vous en parle beaucoup déjà, dès ce lundi. Alors, on va découvrir deux choses. D'une part, la dernière tuilerie artisanale en Bourgogne, la tuilerie Laurent, et d'autre part, le château de Beauregard, qui est 2 kilomètres d'ici, comme quoi, même sur une petite commune comme Nans-Soutil, eh bien, il y a énormément de belles choses à voir. Éric Laurent, bonjour. Bonjour. Vous avez 151 ans, enfin pas vous, mais en tout cas la tuilerie. Oui. Et vous existez et vous faites des tuiles, les tuiles artisanales. Quel sens ça a? Oui, de façon artisanale, bien sûr. Le facteur temps a beaucoup d'importance, le travail manuel essentiellement, il y a des choses un peu mécaniques, mais il y a beaucoup de toucher main importants. Alors justement, allons-y, un grand coup de pub sur la tuile artisanale de la famille Laurent depuis 4 générations. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, de différent? Elle va être beaucoup plus vivante. On le voit quand on regarde une toiture de prin, il y a des formes, des couleurs complètement différentes d'une tuile industrielle qui va être relativement plane, sans vie, quoi. On regarde une toiture de fabrication artisanale, c'est quand même autre chose, c'est beaucoup plus vivant. Le terme vivant, je pense, est très bon. Alors, avant de parler du boulanger, on va parler presque de prêt-à-porter, parce que vous travaillez aussi à la commande, hein. Donc les tuiles plates traditionnelles, on les voit, il y en a des centaines, des milliers autour de nous, mais également vous faites des pièces sur mesure. Alors, un petit mot pour découvrir votre travail, hein, c'était ce matin, vous dites que vous êtes un peu comme un boulanger, c'est-à-dire? Le métier s'apparente un petit peu au travail du boulanger. On part l'argile de base qu'il va falloir malaxer, préparer, obtenir une pâte malléable, hein, comme une pâte à crêpes, une pâte à pain, pardon. Et ensuite, la différence, c'est qu'il va falloir la mettre en forme, la faire sécher et ensuite la cuire. Alors, une terre particulière, j'allais dire, au fond du jardin? Oui, pratiquement. C'est vrai qu'au début, ça a démarré là sous nos pieds. Hein. Mon arrière-grand-père a pris de l'argile ici. Il a fait une petite tuile qu'il a fait cuire dans le four de son patron et il a vu tout à fait les qualités requises pour faire des tuiles et des briques. Et il a acheté une parcelle de terrain où nous sommes pour se mettre à son compte. Une parcelle de terrain, il a empilé déjà des tuiles, oui. Une grande cheminée, des briques, fours à bois. Vous êtes arrivé, vous avez été obligé de moderniser pour avoir moins de main d'œuvre. Qu'est-ce que c'est moderniser une tuilerie artisanale très ancienne? Le problème ici, c'est que après l'incendie en 48, elle a été reconstruite, mais elle avait peu évolué. Le coût de main d'œuvre était vraiment très important. On touchait beaucoup trop le produit, donc il fallait surtout évoluer dans la manutention. C'était le point crucial pour que l'entreprise continue. Et maintenant, nous avons donc les fours à bois charbon ont été démontés, hein, parce qu'ils étaient vraiment au bout du rouleau. Et maintenant, on a des modes de cuisson en gaz modernes. Vraiment une cuisson parfaite. Alors, un petit mot sur la clientèle, hein, une clientèle bien sûr. Vous faites partie du patrimoine, mais j'allais dire, vous alimentez, vous restaurez aussi le patrimoine. Oui, bien sûr, on fait partie du patrimoine, mais on fait essentiellement des rénovations, pas spécialement de châteaux, mais de maisons particulières avec un certain caractère. Les gens veulent une authenticité, quelque chose de vivant, comme je le dis encore à chaque fois, et quelque chose de différent de la grande distribution. Voilà. Alors, nous rejoint maintenant Bernard Bonoron. Alors, c'est le propriétaire du château. Lui aussi, il est parti d'un tas de pierres pour reconstruire son château. Et en plus, on va faire de la publicité. Vous avez des tuiles Laurent, vous avez refait vos toitures avec les tuiles Laurent. En 1989. Voilà, donc depuis 25 ans. Les tuiles n'ont jamais bougé. Alors, on va découvrir aussi les images que Philippe a tournées ce matin sur votre château. C'est vrai, vous avez vraiment racheté une ruine? Eh bien, écoutez, en 1989, donc je cherchais une propriété dans le coin parce que j'étais à Reims à l'époque en Champagne. Et je suis tombé sur cet endroit pour lequel j'ai eu un coup de cœur, bien que ce soit une ruine totale et à l'abandon depuis plusieurs années. D'accord. Alors, comment on réagit? On commence par quoi? On a les matériaux. La première des choses à faire, c'est déjà de défricher et puis les toits. Donc les toits, c'est là que j'ai eu recours à la tuilerie Laurent qui était sur place. Et à l'époque, c'était le papa d'Éric. Et c'est lui qui m'a fourni toutes les tuiles pour refaire les toitures. Voilà. D'accord. Alors, vous aussi, hein, votre château, on va pouvoir le visiter ce week-end. Alors, vous avez restauré votre château, puis vous êtes venu avec une voiture. C'est pareil que vous avez racheté à l'état d'épave. Voilà, donc, on en parle un peu, parce que ça fait partie aussi de l'histoire et du patrimoine. Alors, ça, c'est une passion ancienne, avant la vieille pierre. Donc,
cette Bugatti, je l'ai achetée en ruine chez un ferrailleur. Et donc je l'ai restaurée sur plusieurs années. Voilà. Alors là aussi, c'est plus de 25 ans des tuiles Laurent. C'est une voiture qui a quel âge? Eh bien, elle est de 1927 et c'est un type 44. Donc je fais partie du club. Nous faisons des sorties, je reçois des clubs. Enfin bon, c'est une vie de passion, disons. Alors très bien. Donc vous accueillez le public ce week-end, un château de Beauregard. Voilà. C'est à 2 kilomètres du centre de Nansoutil, voilà. Sur la butte. Voilà. Il y a la collégiale d'un côté et votre château de l'autre. Le week-end, Alors donc samedi et dimanche, nous serons porte ouverte et nous recevrons le public pour visiter les extérieurs du château et pour visiter les jardins également. D'accord. Voilà, qui sont classés aussi maintenant et nous faisons partie de l'association des parcs et jardins de Bourgogne. Voilà. Alors la tuilerie Laurent, donc une histoire de 4 générations. Un petit mot là, votre fils n'est pas loin. Vous pensez qu'il va poursuivre? On ne sait pas. Pour l'instant, il va faire son petit tour. Il est sur d'autres vues, d'autres professions. Mais bon, je pense que il faut qu'il aille faire son petit tour ailleurs, qu'il vive des choses. Alors, pendant qu'il fait son petit tour, vous préparez donc ce week-end des visites toutes les heures, le samedi après-midi et le dimanche, c'est ça? Voilà, samedi après-midi et dimanche, donc à heure fixe, 10h, 11h le dimanche, et puis 14, 15, 16, 17 dimanche. Donc visite commentée et sonorisée. Voilà, et sonorisée et commentée par vous en direct. Donc démonstration de la fabrication des tuiles. Il y aura même le four en cuisson ce jour. Voilà. D'accord. Eh bien, nous étions donc à Nansoutil à découvrir le château de Beauregard, la tuilerie ici. Je n'oublie pas non plus la tuilerie de votre frère, le musée. La tuilerie de mon frère François au Grand Chougrignon, avec le musée, avec une belle collection de tuiles et différentes machines. Merci. Merci François-Marie Lapchine et à demain. Voici des informations développées ce midi. Une journée sans PV. Le syndicat de police Alliance proteste contre la réforme pénale. Les gardiens de la paix ne verbalisent pas les infractions les plus légères à la circulation et au stationnement. Et puis, 1 an après sa création, le jardin de l'immeuble Boutaric à Dijon est un succès. Les habitants des Grésilles profitent de cet espace pour créer des liens et vivre ensemble. Voilà, tout de suite à suivre la météo de votre région, puis le 12-13 de Samuel Etienne. Très bel après-midi, à ce soir, 19h. Retrouvez le 12-13 et ses reportages sur bourgogne.france3.fr.